Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Grand Public. Voici le sommaire de l'émission. La personnalité Fabrice Lucchini. Au théâtre, il a fait aimer les plus grands classiques. Il est de retour sur scène. Le nouveau défi de Fabrice Lucchini. La polémique, Dominique Strauss-Kahn parvient à faire condamner le roman d'une ex-maîtresse avant même sa sortie. Pour les écrivains, où commence la censure, où s'arrête la vie privée? L'enquête, Bienvenue chez les Ch'tis, l'avait rendu formidablement populaire. Il est aujourd'hui montré du doigt, certains le disent beaucoup trop payé. Qui veut la peau de Danny Boone? L'entretien, Daniel Auteuil. Le décryptage, depuis son assassinat, JFK fascine les cinéastes et les écrivains. Stephen King, le roi du best-seller, s'attaque à son tour au mythe Kennedy. La rencontre, Benjamin Biolay nous reçoit en exclusivité avant sa prochaine grande tournée. L'hommage de Grand Public à Stéphane Hessel, éveilleur de conscience mais aussi homme de culture. L'auteur d'Indignez-vous s'est éteint à l'âge de 95 ans. C'est la pièce événement de l'année. Après avoir triomphé seul en scène avec Céline, La Fontaine ou encore Philippe Meuret, Fabrice Lucchini remonte sur les planches. Et pour la première fois depuis 10 ans, il joue avec d'autres comédiens sur une pièce originale signée Florian Zeller. Un nouveau défi pour l'acteur. Alors le succès critique sera-t-il à la hauteur de l'engouement du public? Fabrice Lucchini, le monstre de théâtre, c'est la personnalité de la semaine. Christophe Hérault. Théâtre Antoine à Paris, c'est là que Fabrice Lucchini a posé ses valises de comédien pour 2 mois. Il joue un texte de Florian Zeller, une heure de tranquillité, réaction du public à la sortie de l'une des premières représentations. Je crois que ça fait très longtemps que j'avais pas autant ri au théâtre. J'ai beaucoup ri, Lucchini a fait son Lucchini, mais c'est extraordinaire. Moi je me suis beaucoup amusée. Ça n'arrête pas quoi, pendant toute la pièce, c'est quand même un merveilleux comédien. Mais je pense que, je dirais que le texte est peut-être pas à sa hauteur, voilà. C'est un pari, une aventure pour l'acteur préféré des Français. Pour celui qui n'était pas monté sur scène avec d'autres comédiens depuis 2005. Le voici en répétition pour un rôle écrit sur mesure. Le public était un peu pourri ce soir-là. Il était surtout un peu absent. Moi j'aime bien jouer les personnages assez abjects. Il y a plein d'acteurs qui aiment jouer les grands sauveurs, les grands merveilleux. Moi, j'aime bien jouer ce qu'il y a de petit et de mesquin. Quand on pense Lucchini au théâtre, on songe à ses one-man shows. 600 000 spectateurs l'ont vu dans les fables de La Fontaine. D'ordinaire n'habite pas. À notre époque, on dirait, il est dingue, je te dis. Tandis que La Fontaine dit la raison d'ordinaire, c'est le d'ordinaire qui est sublime. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il y a tout le génie de la France là-dedans. Il arrive à nous choper par les oreilles, par les yeux, et on est complètement on absorbe ses paroles. Il a un charisme en scène indéniable et il nous chope le public en 4 secondes. Pourquoi on est acteur? Parce qu'on a besoin d'amour et des applaudissements. Mais on va pas en rester là. Parce que d'abord, on les a pas toujours. Et c'est quand on les a pas qu'on progresse en plus. Pour que ce retour sur les planches déclenche les applaudissements, ils ont répété très exactement 38 jours. Retour sur Lucchini, monstre de théâtre qui, de Sacha Guitry à Florian Zeller, du classique au boulevard depuis 40 ans inlassablement, fait aimer le théâtre aux Français. Nous sommes mi-février, 15 jours avant la première. Fabrice Lucchini se rend sur son lieu de travail. Dans le hall du théâtre, déjà, il fait le spectacle. Moi, j'en reviens pas, moi. Rien ne partait pour que ça va. Comme ça, j'étais dernier à l'école, j'étais coiffeur à 14 ans, je suis né rue de la Goutte d'Or, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va s'arrêter, et puis je vous rassure. Et répond à la question qui trotte dans toutes les têtes, cette pièce n'est-elle pas un nouveau tournant après ses succès en solitaire? Je ne vais pas prendre des formules de gens qui se prennent au sérieux du style « il y a une cohérence dans mon parcours », je trouve que non. C'est vrai que j'avais, après Philippe Meuret, depuis 20 ans, ma dernière fois que j'ai joué, c'est avec Terzieff, avec Caroline Siol, Terzieff. J'ai eu le privilège immense d'être dirigé par un homme exceptionnel, un grand poète qui nous a quittés. Après, avant c'était Art, après c'était Knock dans ce théâtre-là, il y a une dizaine d'années. Et tout le long, et tout le reste, c'est effectivement je joue plutôt, effectivement, on peut appeler ça des one-man shows littéraires. Lors de ces après-midi de répétition, ce qui saute d'abord aux yeux, c'est l'énergie de Lucchini. Puis son écoute et enfin son coup d'œil sur tout ce qui se passe. Vous avez compris, si on refait, vous vous mettez bien là pour pas que ça fasse théâtre filmé. Une énergie appréciée par le metteur en scène.
il arrive, il pose son sac, et dans la seconde, il commence à travailler. Et de là, dans les 3h30, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de ça. Il répète. Et je crois qu'il a besoin d'une sorte d'épuisement pour arriver à trouver. Il a 62 ans, plus de 55 films et 25 pièces de théâtre dans sa biographie. Dans les sondages, il est le comédien préféré des Français. Et au cinéma, il aligne les succès, que ce soit dans Potiche ou dans La Maison de François Ozon, dans Les Femmes du 6e étage ou Alceste à bicyclette de Philippe Leguet. Chacune de ses apparitions sur l'écran affole le box-office. Fais gaffe à tes freins, va pas trop vite. Et comme un pied de nez dans le scénario d'Alceste à bicyclette, il n'est question que de théâtre. C'est une idée née entre amis et une anecdote qui raconte bien le Lucchini conteur dans la vie quotidienne. On s'est retrouvés en vélo à l'île de Ré et brusquement il s'est mis à réciter, à dire de manière magnifique la scène d'un acteur de Misanthrope. Et instantanément, j'ai vu un film, un acteur, sous le ciel, les nuages, non pas un acteur dans l'exercice de son art, c'est-à-dire au théâtre, mais un acteur qui s'est retiré, qui ne veut plus jouer. Pour moi, c'est fini le cinéma. Hein. Même si c'est Spielberg qui vient me proposer le scénario. Regarde ce que j'en fais, je les fous au feu. Ah non, mais je te parle pas de cinéma, je te parle d'une pièce. Mais quoi, une pièce? Oui, si je te proposais une pièce. Tu veux dire un rôle dans une pièce? Ah oui, évidemment, un rôle dans une pièce. Moi, ce que j'aime aussi chez Fabrice Lucchini, c'est aussi son regard. Un regard enfantin, parfois cruel. Dans Alceste, par exemple, puisqu'il joue à Misanthrope, il a une sorte de regard au laser et qui même, et parfois même surtout dans ces moments de silence, est incroyablement éloquent. Ce regard particulier, Fabrice Lucchini l'a toujours possédé. À 14 ans, il est garçon coiffeur bavard et éloquent. Puis Philippe Labro lui donne son premier rôle à 18 ans. En 1970, Pierre-Laurent Cochet est son prof de théâtre. Cochet a découvert Depardieu, Adjani, Huppert. Il se souvient du jeune Lucchini. J'ai vu arriver le ravi de la crèche. Parce qu'il était, je vous dis, complètement ébloui. Mais on était déjà, en le regardant, dans une situation, j'oserais presque dire évangélique. On était déjà dans un autre monde. Il est une lumière. Il était un flash à lui tout seul. Et puis après, il ajoutait un sourire, quelquefois. Et puis il est tout le temps resté comme ça. La carrière de Lucchini est faite d'aller-retour entre cinéma et théâtre. Un été, il joue Beckett au Festival d'Avignon et enchaîne sur un film de Romer. Puis il joue Obaldia entre un film de Claude Berry et un autre de Clapiche. Et à chaque fois un rituel, la méthode Lucchini pour travailler le rôle. Vous pensez que c'est quoi de répéter un rôle? C'est de le marcher. Le marcher. Le marcher. Et ça marche tellement bien qu'il peut tout se permettre, y compris être seul sur scène entre 1997 et 2010. Il joue du Céline, du Guitry, du Philippe Muret, souvent des textes difficiles dits avec délectation. Elle faisait un peu de gnose le soir venu, lorsqu'après le travail, elle se mettait toute nue et qu'ayant commandé des chouchis sur le net, elle les grignotait assises sur la moquette. Il invente le one-man show littéraire. Est-ce que la lumière est content? Je demande pas plus que ça. Je veux rien, je veux aucun effet. Rien. Le texte, cette table et la déprime pour les spectateurs. Allez, ciao. Ce qu'il y a de très puissant dans ce que fait Fabrice, c'est qu'il a la capacité de nous rendre intelligents nous-mêmes. C'est très, très rare. Il nous emmène dans des textes qui sont assez complexes et l'espace d'un instant, d'une manière un peu vertigineuse, je dirais, on a l'impression qu'on a compris, qu'on est en accord avec l'auteur. Elle n'a rien découvert, je te dis. Mais écoute, Elsa. Oh, je t'entends plus. Dans une heure de tranquillité, il est Michel. Un quinquagénaire qui rêve d'avoir la paix juste une heure pour écouter sa musique. Mais sa femme, son fils, son voisin, sa maîtresse lui pourrissent la vie. Dans ce répertoire, le risque pour Lucchini est de se répéter, de faire du Lucchini. Son passage par le théâtre de boulevard est donc un vrai pari.
Le danger de Lucchini, c'est qu'il occupe tellement l'espace. On voit tellement Lucchini qu'on a parfois un peu du mal à voir des personnages derrière le comédien. C'est un peu son danger en scène. Quand depuis 10 ans, on le voit lire La Fontaine ou Céline, avec comme ça, ces roulements des yeux, ces petites vannes et du Johnny Hallyday entre les deux, on voit Lucchini. Alors maintenant, dans la pièce de Zeller, allez savoir quel personnage ce sera, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, à mon avis, c'est que Zeller a écrit pour lui et donc va complètement utiliser la verve lucchinienne pour cette pièce de théâtre. Fabrice Lucchini, ça fait quand même de longues années qu'il n'a pas joué une pièce de théâtre avec d'autres acteurs. Il excelle dans les lectures de grands textes et ça me semblait presque inespéré qu'il accepte de jouer une pièce de théâtre. Mais finalement, je lui ai envoyé le texte un vendredi et le samedi midi, il m'avait dit oui. À 62 ans, on peut parier qu'il n'a pas perdu son rêve de jeunesse, que le public se lève à la fin de la représentation et l'acclame. Jusqu'au bout, Dominique Strauss-Kahn aura tenté d'interdire Belle et Bête, le livre de son ex-maîtresse qui le dépeint sous les traits d'un cochon. La justice a finalement tranché. Mardi, l'auteur, Marcella Yacoub, a été condamné comme son éditeur, mais le livre paraîtra bel et bien avec un encart. Alors, où commence la censure pour les écrivains? Où s'arrête la vie privée? C'est notre polémique cette semaine. Delphine Coutin. Mardi matin, coup de tonnerre au palais de justice de Paris. Dominique Strauss-Kahn s'est rendu en personne devant les juges pour s'opposer à la publication d'un roman qui lui est consacré. Je suis complètement dégoûté par le caractère méprisable de ce texte et par le fait qu'il est totalement mensonger dans ce qu'il raconte, comme dans les citations qu'il fait de moi. Quelques heures plus tard, les juges rendent leur verdict. Fait rarissime, avant même sa sortie, le livre est condamné. Nous n'avons pas demandé la censure, nous avons demandé que soit mis un encart, que les lecteurs connaissent exactement quelle était la situation, comment ce livre avait été fabriqué et dans quelles conditions il avait été édité. L'objet du délit, Belle et Bête, un livre dans lequel l'écrivain Marcella Yacoub décrit une liaison de 7 mois avec l'ancien directeur du FMI. Le Nouvel Observateur et Libération en font leur une, alors objet littéraire ou coup marketing. Depuis une semaine, les critiques se déchirent autour du roman. Je l'ai lu moi-même, effectivement, c'est un livre extrêmement dérangeant, mais il y a un souffle de style. Ce qui me gêne encore une fois, c'est qu'on fasse passer ça pour un grand écrivain, alors que c'est une opération de voyeurisme. Et disons le mot, qu'est-ce qu'on vend? Du cul. Peut-on tout dire dans un roman? Le débat n'est pas neuf. Colette, Marguerite Duras et plus récemment Christine Angot ou Nicolas Fargue. Les auteurs puisent dans leur vie pour écrire leurs romans, sans forcément se soucier de leur entourage. Mais les personnages en souffrent et aujourd'hui ils le font savoir. Je trouvais ça vraiment atroce, quoi. Ce qui était de l'ordre de l'intime, tout à coup, ça prenait une dimension que j'avais jamais pensée. Alors peut-on transformer ses proches en personnages de fiction? Marcella Yacoub est-elle allée beaucoup trop loin? Mercredi matin, dans une librairie parisienne. Le livre que tout le monde attend n'est pas en rayon et pour cause. Les libraires ont reçu des instructions très précises le concernant. Ce matin, j'ai reçu cet email. Je suis obligée de mettre à l'intérieur de chaque exemplaire cet encart. Le juge a ordonné l'insertion dans chaque exemplaire de l'ouvrage de Marcella Yacoub du présent encart, informant les lecteurs de ce que le livre porte atteinte à la vie privée de Dominique Strauss-Kahn. Si je ne le fais pas, je paye une amende de 50 € par exemplaire vendu. Une lourde condamnation pour le livre, accompagnée d'une amende de 50 000 € pour la maison d'édition. Il faut dire que l'ouvrage s'en le souffre. Premier arrondissement de Paris lundi dernier. Belle et Bête n'est pas encore en vente et déjà tous les critiques littéraires l'ont lu. Oriane Joncourt est rédactrice en chef littérature chez Transfuge. Elle nous lit le début du roman. Tu étais vieux, tu étais gros, tu étais petit et tu étais moche, tu étais machiste, tu étais vulgaire, tu étais insensible et tu étais mesquin. Tu étais égoïste, tu étais brutal et tu n'avais aucune culture et j'ai été folle de toi. Non pas Les premières phrases de Marcella Yacoub donnent le ton. Dans Belle et Bête, elle raconte sa liaison qu'elle analyse sous le prisme de la métaphore porcine. Je n'ai jamais cessé de te voir tel que tu étais, un porc. Un procédé littéraire qui ne choque pas la critique.
On peut tout dire en littérature, c'est même une condition sine qua non. Il ne faut jamais avoir honte de rien. Ça, c'est vrai, si on peut dire que ce livre-là appartient à la littérature parce qu'il n'a honte de rien. Après, c'est peut-être la seule chose qui fait qu'il appartienne à la littérature. Un ovni littéraire pour une auteure atypique. Chercheuse au CNRS et féministe, chroniqueuse et écrivain, Marcella Yacoub n'en est pas à son coup d'essai. Nous sommes en 2011. En pleine affaire DSK, l'ancien patron du FMI est violemment critiqué par les féministes. Marcella Yacoub prend sa défense dans son ouvrage Une société de violeurs. Elle s'explique alors sur les plateaux de télévision. Je ne crois pas d'avoir entendu le propos sexiste. Il y a d'autres types de propos qu'on a entendus. Moi, je pense que si, imaginons que DSK avait été homosexuel, on lui aurait accusé de quelque chose avec un garçon, on aurait entendu le même propos. C'est pas parce que c'était une femme. À l'époque, Anne Sinclair la remercie pour son livre. DSK salue son soutien. Ta femme m'a écrit la première. Elle me remerciait de mon livre et du fait que j'avais été l'une des seules qui n'avait pas crié avec les chiens. Mais Marcella Yacoub veut en savoir plus sur l'homme qu'elle défend. Elle demande alors à le rencontrer. C'est le point de départ de Belle et Bête. Le Nouvel Observateur est le premier à en publier des extraits. Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction, s'en explique. On s'est demandé au début si c'était une histoire vraie. En tout cas, si l'origine était vraie, il y avait vraiment cette histoire. Bon, alors on m'a dit que oui, donc à partir de là, c'était un exercice de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction. C'est-à-dire que c'est un auteur qui se prend lui-même pour le personnage de son œuvre et qui parle de sa vie et quitte à mettre en cause ou à désigner des tiers. Beaucoup d'auteurs font de l'autofiction. Là, l'autofiction est appliquée à une célébrité mondiale. Est-ce qu'il faut le passer sous silence pour cette raison-là ou pas? Bon, on a décidé que non. Car le genre n'est pas nouveau. Il a même été attribué à des auteurs majeurs de la littérature comme Colette et Marguerite Duras. Marguerite Duras dans l'amant s'inspire par exemple de faits réels, de faits qui ont été sa vie, et en même temps elle en réinvente certains passages. En fait, tout se joue dans le pacte que fait l'écrivain avec le lecteur. Il y a un pacte de vérité absolue dans l'autobiographie. L'autofiction, il n'y a pas ce pacte de vérité absolue. Il y a en fait un demi-pacte en quelque sorte, et c'est ça l'autofiction. Aujourd'hui, Christine Angot, Justine Lévy ou Camille Laurence revendiquent ce parti pris. Le roman de Marcella Yacoub découle-t-il de ce courant? Pour André Berkoff, ce n'est pas la question. Le problème d'autofiction ou pas autofiction, pour moi, n'est pas un problème. Le problème, c'est quand vous utilisez ceci pour régler vos comptes d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un qui existe et à qui vous pouvez nuire. Et c'est justement au-delà de l'affaire Strauss-Kahn tout le problème de ce procédé littéraire. Elisabeth Frank s'est retrouvée dans cette situation bien malgré elle. Dans la séparation de Dan Frank, son ex-époux donne le récit de leur divorce douloureux. 6 mois après, il m'a remis un manuscrit pour que je puisse le lire. Et tout à coup, là, j'étais pas scotchée, quoi, parce que j'avais l'impression tout d'un coup que cette histoire qui était intime, qui n'était que notre histoire à nous deux, tout à coup, elle était mise en lumière, comme ça, sur la place publique, quoi. Et j'ai trouvé ça d'une violence incroyable, quoi. Héroïne contre son gré d'un roman qui s'écoulera à plus de 200 000 exemplaires. Elisabeth Frank vivra toute cette expérience comme un traumatisme. Je me sentais vraiment harcelée, là. Je me suis dit, quand même, là, c'est trop, quoi. Et tout à coup, cette idée d'être comme ça, que tous les gens que je pouvais fréquenter, mon employeur, les journalistes, les auteurs, allaient pouvoir lire ce livre et apprendre des choses de moi que moi, j'avais pas envie de raconter dans ma vie publique, quoi. Et ça m'a énormément fragilisée. Face au déballage de sa vie privée, Elisabeth Frank n'a pas porté plainte. Mais certains personnages de romans se retournent parfois contre leur créateur. En 2006, l'actrice Marianne Denicourt attaque Arnaud Desplechin pour son film Roi et Reine, inspiré de l'histoire de leur couple. Pour son roman Les Petits, Christine Angot est traînée en justice par son héroïne. Ses auteurs n'ont pas été condamnés. Nathalie Dubois, avocate, a elle obtenu gain de cause contre un écrivain bien connu, Patrick Poivre d'Arvor.
Le journaliste avait impliqué son ancienne compagne, Agathe Born, dans un de ses romans. Il a fait appel de la décision. S'agissant de Fragments d'une femme perdue, c'est un livre qui a été présenté comme étant un roman et dont le tribunal a jugé qu'il n'en était pas un, puisqu'en fait, ça n'est pas véritablement une fiction, puisque Agathe Born était reconnaissable dans le personnage de Violette. Pour elle, le roman de Marcella Yacoub est un cas d'école, d'autant plus quand l'auteur piège délibérément son sujet. Il semblerait quand même que la démarche soit exclusivement commerciale et donc c'est pas compatible avec... on peut pas dans ces cas-là se draper dans une liberté de création à partir du moment où on est finalement animé par l'appât du gain. Marcella Yacoub aurait reconnu avoir piégé Dominique Strauss-Kahn dans ce mail produit à l'audience. Une démarche qui a entraîné sa condamnation. Mais pour Dominique Strauss-Kahn, ce n'est pas fini. Un film sur son affaire est en préparation avec Gérard Depardieu dans le rôle de l'ancien directeur du FMI. Danny Boone a été l'acteur le mieux payé de France et même d'Europe l'année dernière. 3 millions rien que pour le film Un plan parfait qui s'est avéré être au final un échec commercial. Or, depuis quelques semaines, le sujet est ultra sensible. En décembre, un producteur l'avait déjà accusé d'être trop payé. Mais comment le sympathique ch'ti, acteur, producteur et scénariste du plus gros succès de l'histoire du cinéma français, s'est-il retrouvé avec cette cible dans le dos? Bref, qui en veut à Danny Boone? C'est notre enquête cette semaine, Eddie Pizzardini. C'est l'envers du décor, la face cachée de la cérémonie des Césars de vendredi dernier. Des travailleurs intermittents du cinéma se plaignent de leurs conditions de travail, alors qu'à une dizaine de mètres, défilent les vedettes du cinéma français, visées par une polémique sur leur salaire. Et quand on met ce sujet sensible sur le tapis rouge... Le salaire des acteurs, c'est que des conneries, arrêtez. Il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps sur les salaires des acteurs, notamment Danny Boone. On va parler ça maintenant. Les salaires des acteurs... Même les comiques ne plaisantent plus. Omar Sy préfère esquiver le sujet. Regardez, voilà, et ben ça, c'est des stars en football. Et ce que vous avez vu entre les Césars et les Oscars, c'est les stars du cinéma. Et moi, je vais être honnête avec vous, ceux qui sont payés, je m'en fous. Et pourtant, la charge est venue de l'intérieur, d'une tribune du producteur Vincent Maraval dans le journal Le Monde il y a quelques semaines. Il y dénonce des acteurs français surpayés et vise nommément le plus cher d'entre eux, Danny Boone, brocardé pour ses cachets démesurés, des chiffres que contestera l'acteur. On est tombé à bras raccourcis sur les acteurs en disant bah, vous êtes trop payés. Et en fait, c'est pas vrai du tout. La majorité des acteurs du palmarès, cette année, a fait des énormes efforts financiers. Une fois de plus, en fait, Danny Boone est une exception et échappe à cette espèce de marasme. Alors pourquoi Danny Boone est-il dans le viseur? Est-il la victime d'un faux procès ou le symbole d'une génération d'acteurs trop gourmands en temps de crise? Bienvenue chez les ch'tis. À quelques pas des Champs-Élysées, nous voici dans les bureaux du producteur du dernier Astérix. Il a été l'une des cibles de la polémique pour avoir osé offrir 600 000 € de cachet à Danny Boone pour quelques minutes d'apparition dans le film. Astérix est un film qui coûte à peu près 60 millions d'euros. Sur ces 60 millions d'euros, il y a moins de 8% du coût du film qui est consacré au salaire des acteurs, de tous les acteurs. On est dans un film commercial, qui a une ambition commerciale, qui s'est financé très très bien. On n'a pris aucun argent public pour financer ce film-là. Lorsqu'on pose la question aux spectateurs, quelle est la scène qu'ils ont préférée dans le film, la majorité des spectateurs disent que c'est la scène où Miss McIntosh, jouée par Valérie Lemercier, torture entre guillemets le personnage joué par Danny Boone. C'est la scène qui les ont fait le plus rire. Mais si la polémique s'est envenimée bien au-delà de cet épisode, c'est aussi à cause de ce classement des salaires des acteurs français, paru comme chaque année dans le Figaro. Avec 3,6 millions d'euros, Danny Boone est l'acteur le plus coté du marché. Léna Luto est la journaliste qui a enquêté sur ce palmarès des salaires 2012. Vous mélangez la surcote due à Bienvenue chez les Ch'tis, la grande popularité, la valeur de sa marque, au type de rôle qu'il choisit. Et à ce moment-là, vous comprenez pourquoi il est payé sur une grosse comédie, 3 millions d'euros pour un rôle, alors que les autres acteurs français pour ce même type de rôle sont à grand maximum 2 millions d'euros.
Tout va bien. La tétée, la tétée. On est donc bien loin du petit nordiste débutant débarqué dans les rues de Paris pour y faire le mime en 1989, avant de se révéler par ses one-man shows. Ça marche à mort ce truc-là, on entendait ça partout. Je viens du Nord, mais j'habite en Belgique, de la campagne. Je connaissais personne, j'étais complètement perdu, j'ai galéré. Car avant d'être montré du doigt, Danny Boone a été le héros populaire et bienfaiteur du cinéma français. C'est lui qui a fait entrer l'argent dans les caisses grâce notamment à son film culte Bienvenue chez les Ch'tis, qui a dépassé en 2008 La Grande Vadrouille au box-office du cinéma français avec plus de 20 millions d'entrées. Succès confirmé dans la foulée par les 8 millions d'entrées de Rien à déclarer. Mais en pleine gloire, l'acteur devine déjà qu'il va être attendu au tournant. Je suis devenu une grosse machine du cinéma français. Vraiment ça. Je suis très heureux pour le cinéma français. Pour moi, je suis moins convaincu que ce soit une bonne chose, mais bon, non, c'est bien. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais comme je dis, mon but c'est pas d'être numéro 1, c'est de faire des films, de m'amuser, de faire des films et d'amuser le public, hein, divertir. Mon métier c'est de divertir avant tout. Ce que je trouve un peu dommage avec Danny Boone, c'est que c'est un comédien que j'aime plutôt bien, mais il prend pas de risque, c'est-à-dire qu'il capitalise sur son succès, ou en tout cas les succès précédents, et puis donc il demande des sommes importantes parce que considérant qu'il fait venir des gens en salle. Et c'est encore la recette de Danny Boone dans Un plan parfait, sorti cet automne aux côtés de Diane Kruger. Mais voilà. Pour Un plan parfait, qui a été quand même un échec malheureusement de cette année, Danny Boone avait obtenu 3 millions d'euros. Ça représente à peu près 15% du budget du film. C'est absolument énorme. Vous pouvez bien sûr être très bien payé. Et tant que vos films marcheront, personne ne dira rien. Mais quand ce sont des échecs, là, on commence à vous tomber dessus, à vous critiquer. Là où je suis plus d'accord pour dire qu'il y a un problème, c'est lorsque un acteur qui a demandé beaucoup d'argent pour un film qui n'a finalement pas marché, demande pour le film d'après la même somme d'argent. Et en 2013, les cachets de Danny Boone ne seront pas forcément à la baisse. Pour Superchondriac, qu'il joue et réalise aux côtés de Cadmerade, Boone affirme toucher 2 millions d'euros. Et pour la sortie à l'automne de son autre film sur le volcan islandais avec Valérie Bonneton, il serait à 3,5 millions d'euros. Pas de quoi en faire un procès, selon Alain Terzian, le producteur au Sensifilm, qui voilà une simple logique de marché. Je suis un vieux producteur, non. Si vous avez de la surenchère sur, je dirais, un facteur de rareté, un acteur, c'est une situation de rareté. S'il n'a pas de demande, vous allez vite vous arranger avec des prix à la baisse. Mais s'il est en situation, je dirais, entre guillemets, solaire, d'étoile, de rareté, Beckham, Ibrahimovic, je ne sais même pas ce que veulent dire les prix qui touchent, mais je m'en fous. Donc c'est bien qu'il y ait une prise de conscience, c'est bien que le public soit un petit peu au courant de ce qui se passe, c'est bien que les gens s'engueulent. À partir du moment où il y a moins d'argent, que le gâteau est beaucoup moins gros, évidemment les parts de chacun vont être beaucoup moins grosses. Donc les choses vont se réguler d'une façon d'économie classique, et puis en plus la prise de conscience va faire que la raison va l'emporter, me semble-t-il. Silence, s'il vous plaît. Mais au-delà de toutes considérations économiques, 2013 nous dira si cette polémique peut entamer le capital sympathie de Danny Boone. Il y a une image de quelqu'un qui est proche des gens et c'est sûr que il doit se poser probablement la question de savoir si toute cette affaire, si les gens vont être capables de comprendre la différence qu'il y a entre l'homme public et l'image de l'acteur et puis les conditions économiques dans lesquelles il travaille. Je ne vous entends pas. Merci à tous. L'entretien de grand public cette semaine, c'est avec Daniel Auteuil. Près de 40 ans de carrière au cinéma. Depuis son premier grand rôle dans Jean de Fleurette jusqu'à Japlou, son prochain film, l'acteur pudique se livre comme rarement sur la paternité et sur la transmission à travers cette histoire d'amour entre un père et son fils sur fond de saut d'obstacles. Bienvenue au haras
de Jardy, à une demi-heure du centre de Paris. Dans les années 50, on élevait ici les meilleurs pur-sang d'Europe. Aujourd'hui, le domaine est devenu le premier centre équestre français. Drôle d'endroit pour une rencontre avec Daniel Auteuil? Pas forcément, puisque l'acteur est à l'affiche de Japlou à partir du 13 mars prochain. Japlou, c'était l'un des meilleurs chevaux de saut d'obstacle au monde, un mythe dans le milieu. Et Daniel Auteuil joue le père du cavalier Pierre Durand, lui-même incarné par Guillaume Canet. Daniel Auteuil, bonjour. Bonjour. Japlou sort le 13 mars prochain. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario? Est-ce que vous avez eu besoin de le lire plusieurs fois, d'y revenir, ou alors Non, j'ai compris tout de suite. Le côté, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté Rocky, c'est-à-dire parier sur un cheval naze au départ et qui va devenir champion du monde, quoi, qui va gagner les Jeux Olympiques. Et puis aussi, ce qui m'a plu, c'est que c'était pas qu'une histoire de chevaux, mais les rapports sont d'abord bâtis sur des relations humaines. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ce film, c'est votre personnage de père, donc de Guillaume Canet. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette relation filiale? Je suis père de grandes filles, donc c'était pas une composition, quoi. Au fond, la recherche de chaque parent, c'est le bonheur de l'enfant, et peu importe les sacrifices des parents, et peu importe le rêve à eux. Alors du coup, dans cette relation, qu'avez-vous mis de vous dans ce rapport filial avec Guillaume Canet? J'ai mis toute ma tendresse, et je dois dire que j'ai une infinie tendresse pour ce Guillaume Canet, que je trouve très... je sais pas, j'ai beaucoup de tendresse pour ce garçon. Il faut que tu fasses un choix. Avoir une vie de petit bourgeois ou celle d'un cavalier qui travaille dur pour être un jour champion olympique à Séoul. Parce que c'était ton rêve, c'est devenu le mien. À un moment, votre personnage dit, en parlant de son fils, il dit « ton rêve est devenu mon rêve ». Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous avez entendu, vous, de la part de vos parents, ou que vous dites aussi à vos enfants? Mes parents, qui faisaient le même métier que moi, enfin... Ils étaient chanteurs d'opérette. Ouais, ne voulaient pas que je fasse leur métier. C'était quelque chose qui ne les rassurait pas du tout, la précarité de ce métier, la difficulté. Il n'y avait pas d'argent, mais chaque fois qu'ils partaient travailler le soir... et qui me laissait, il partait en riant, et quand il rentrait, il riait. Donc je voulais bien croire que c'était difficile, mais ça avait l'air de les rendre heureux. Effectivement, ça les a rendus heureux. Alors après, c'est ce qui compte dans la vie, et c'est l'histoire de ce film aussi, pour y revenir, c'est quand on est père, la plus belle chose qui soit, c'est de voir le rêve de ses enfants se réaliser et faire abstraction de ses propres rêves. Voilà. À un moment donné, il y a un conflit dans le film parce que le fils fait ça pour faire plaisir à son père et le père fait ça pour faire plaisir à son fils. Il y a une espèce de quiproquo. De malentendu, oui, presque, de malentendu, oui, c'est ça. Et au fond, personne n'y trouve son compte. Si tu veux arrêter, arrête. T'aimerais moi, on n'aura jamais aucun regret. On a fait tout ça parce qu'on t'aime. Tu n'as rien à prouver et je sais que tu m'aimes aussi. Tu te rends compte de la progression que tu as eue avec ce cheval? La joie que ça procure à tout le monde, et surtout à ton père. C'est ça le père de mon enfant? Un mec qui va pas plus se battre que ça? J'ai quand même l'impression, en vous écoutant et en travaillant cette interview, qu'il y a une évolution quand même chez vous, Daniel Auteuil. On a l'impression que vous vous livrez beaucoup plus aujourd'hui. Oui, j'ai toujours été plus ou moins secret par une forme de... C'est quoi, de la pudeur, de la timidité? Non, pas de timidité. Au fond, je suis pas timide. Je suis pas timide, mais pudique sûrement, oui. Et puis, l'époque est tellement au déballage que je garde mes colères pour moi, mes indignations pour moi. Puis, si j'ai des choses à dire ou à faire, je le fais en m'adressant à qui de droit, mais je ne passe pas par le tam-tam médiatique parce que on ne peut être que perdant. Il y a 10 ans, vous déclariez « ça ne me fait pas du tout culpabiliser de gagner ce que je gagne ». Alors justement, après ce déballage dont on parlait, autour notamment du départ de Gérard Depardieu, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit aujourd'hui? J'ai 63 ans, je fais ce métier depuis 40 ans. Je trouve que c'est tout à fait normal de bien gagner ma vie. Voilà, c'est tout. Pour le reste, je suis français, je paye mes impôts en France et tout va bien. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, sinon une espèce d'excitation, de caca merdeux comme ça, qui ne me concerne pas, voilà. Je voulais en venir à la réalisation, puisque vous y êtes passé en 2011 pour La fille du puisatier. Ça vous démangeait depuis longtemps? Oui et non. C'était à la fois tabou. Je pensais que je n'y avais pas accès. Pourquoi? Je travaillais avec d'immenses metteurs en scène. Haneke, Sauté, voilà, et puis tant d'autres. Et c'est ce besoin de
de transmettre bizarrement à un moment donné, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer les mêmes rôles, parce qu'on serait ridicule, mais on garde les mêmes sentiments. Et c'est ce sentiment-là de transmettre à mes jeunes acteurs et à leur insuffler cette fougue qu'on n'ose pas exprimer finalement quand on a 20 ou 25 ans ou 30 ans, parce que on n'ose pas encore, quoi, voilà. Alors Pagnol occupe une place particulière dans votre filmographie, puisque votre premier grand succès public, c'était déjà Pagnol. Votre première réalisation, c'est du Pagnol. Vous renouvelez l'expérience encore avec Pagnol pour Marius et Fanny, qui devrait sortir dans les semaines, les mois qui viennent. Quel est votre lien avec Pagnol? Que représente pour vous l'univers de Pagnol? C'est mes racines, je suis provençal, même si je suis né en Algérie, je suis méditerranéen, profondément méditerranéen, parce que ça a été à la fois, avec lui et Giono, mes auteurs de chevet, et parce que plus tard, quand je suis arrivé à Paris, que quelque chose me manquait de chez moi, j'ai retrouvé chez Pagnol quelque chose qui me rassurait, qui me nourrissait. Et puis, plus tard, je me suis aperçu à quel point il était un grand auteur. Je trouve que ces textes sont aujourd'hui dignes d'être réentendus. Et donc, en les réadaptant pour les années 2000, j'ai le sentiment de faire entendre une parole universelle et éternelle. Voilà. Ce besoin de raconter cette histoire, vous le faites pour qui au fond? Est-ce que vous le faites pour vos parents que vous avez cités tout à l'heure, qui étaient de Provence, ou pour vos enfants aujourd'hui? Je regrette que mes parents ne puissent pas voir ces films, mais j'ai la chance, Dieu merci, d'avoir mes enfants. C'est pour eux, c'est une façon de leur dire d'où je viens, qui je suis. C'est aussi pour faire entendre aujourd'hui aux gens, voilà, si on s'était arrêté de jouer Molière en 1700 et quelques, voilà, il n'y aurait plus Molière aujourd'hui. Bien, merci de votre sincérité. Moi, écoutez, vous m'avez fait non, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre sincérité. Merci beaucoup. Quand le maître du suspense s'attaque au mythe Kennedy. Stephen King, l'homme aux 350 millions de livres vendus, publie la semaine prochaine 22/11/63. L'histoire d'un homme qui remonte le temps pour empêcher l'assassinat de JFK. À l'époque, la mort du président américain avait été vécue comme un traumatisme. Elle continue aujourd'hui d'inspirer les artistes, aussi bien en littérature qu'au cinéma. Alors, pourquoi une telle fascination 50 ans plus tard? C'est notre décryptage cette semaine. Romain Clément. À Paris, cette librairie anglo-saxonne est une institution. Dans ses rayons, la figure légendaire de John Fitzgerald Kennedy est omniprésente. L'Amérique s'apprête à commémorer le 50e anniversaire de sa tragique disparition. Alors, quels sont les livres qui marchent le plus sur Kennedy en ce moment? Nous avons bien évidemment le dernier Stephen King. 22/11/63, une date, un traumatisme comparable au 11 septembre. Déjà best-seller en Amérique. Stephen King, maître absolu du suspense, propose à toute une nation de replonger à Dallas, le jour fatidique, et d'inverser le cours de l'histoire. Quelqu'un m'a dit, si Kennedy n'avait pas été assassiné, le destin des États-Unis aurait-il été plus heureux? Et là, je me suis dit, ça, c'est une bonne idée de livre. Stephen King a vendu plus de 350 millions d'ouvrages aux États-Unis et dans le monde. Ça veut dire que dans tous les foyers américains, s'il y a deux livres, c'est la Bible et Stephen King. Un écrivain culte qui s'attaque à un mythe, Kennedy, premier président hollywoodien, entré à jamais dans la culture populaire. Kennedy a été un personnage romanesque tout de suite, avant même qu'il soit président. Son ascension politique de cet homme si jeune, si beau, si doué, il l'a orchestré comme un roman d'une certaine manière, et c'était réellement un roman. Un roman qu'au fil du temps, l'Amérique découvre plus sombre, cruelle et immorale. Sur Kennedy lui-même, on y va encore à tâtons parce qu'on sait qu'on touche un peu à la mafia, on touche à l'argent, on touche au papa Kennedy qui était quand même pas un homme extrêmement bien, on touche aux frasques de la famille qui année après année continue à défrayer la chronique. Donc voilà, prudence quand même. Pourquoi le mythe, en dépit des zones d'ombre, est-il resté si fort? Comment Stephen King s'est-il approprié cette figure de légende? L'éditeur parisien de Stephen King souhaitait doper les ventes en sortant 22/11/63, le jour même de l'anniversaire, en novembre prochain. Mais Anne Michel, directrice du département étranger, s'est vue refuser cette stratégie par King, en personne.
King ne souhaitait absolument pas ça, parce que pour lui, c'est vraiment un des événements traumatisants de l'Amérique. Vous connaissez cette phrase qui dit « Tout Américain sait où il se trouvait au moment où JFK a été assassiné ». Il ne voulait absolument pas donner le sentiment qu'il capitaliserait sur la mort de JFK. La version française du Stephen King prévue demain est attendue depuis des mois par les libraires. Seul étonnement, on n'avait pas l'habitude de ranger King au rayon histoire, mais plutôt parmi les polars ou les livres de science-fiction. Alors les King, les voilà, avec évidemment un de ses meilleurs. Shining, Rage, Cimetière, La Ligne Verte. Le registre de King, c'est l'épouvante, la violence, le mal. Ça peut être l'horreur, mais c'est surtout créé, c'est la gêne, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est le malaise. King, c'est quelqu'un par exemple qui a été perdu dans l'alcool et la drogue. Donc c'est quelqu'un qui a vécu de manière psychique les angoisses, et donc il les retranscrit. Il est aussi l'écrivain américain le plus adapté au cinéma. 40 de ses histoires ont été portées à l'écran, comme Cimetière de Marie Lambert en 83. Une famille emménage à côté d'un cimetière indien et les esprits se manifestent. Non seulement il a ce talent de balayer les grands mythes qui agitent la société américaine en profondeur, et puis il y a toujours une histoire un peu surnaturelle en effet, alors soit qui fait très très peur, soit qui intrigue. Il a ce talent-là de mêler un volet très social et un volet purement narratif et littéraire qui est assez époustouflant. 40 ans de peur et d'épouvante pour revenir à ce roman qu'il rêvait d'écrire depuis 1973. Ce qui m'a vraiment stoppé à l'époque, ce sont les immenses recherches documentaires qu'il fallait faire. Je n'étais pas prêt pour ces travaux titanesques. Je n'étais pas assez armé pour ça. King voulait s'attaquer au mythe Kennedy, à cet homme entré dans la légende populaire par son image. Et John Fitzgerald Kennedy, c'est le premier président télévisé. C'est le premier président de l'ère de la société médiatique. Éclatant de jeunesse, il séduit l'Amérique, gagne l'élection face à Nixon lors du premier grand débat télé de l'histoire. La légende est en marche. Pour la consolider, il met habilement en scène sa famille, ses enfants et sa femme Jackie. Jackie Kennedy, ça reste une icône aujourd'hui encore, une icône de la mode, absolument intemporelle, comme peut l'être Audrey Hepburn ou quelques rares personnalités comme ça, une espèce d'élégance qui reste très actuelle. Et puis c'est une femme qui continue à fasciner parce que très mystérieuse, elle a tout encaissé. Tout encaissé, y compris la liaison de son époux avec la star la plus emblématique d'Hollywood, Marilyn Monroe. Le conte de fées entaché par le scandale, c'est aussi ça l'histoire, des frasques longtemps restées secrètes, qui pour François Forestier, auteur de Marilyn et JFK, nourrissent encore l'imaginaire populaire. Ce qui m'a intéressé, c'est que c'était entre Kennedy et Marilyn, c'est que c'était une histoire qui n'avait jamais été racontée. Les médias étaient à l'époque extrêmement pudiques sur ces questions-là. Les journalistes savaient que Kennedy avait des maîtresses, qui sortaient avec Marilyn, mais ils n'en parlaient pas. Dallas, 22 novembre 63, 12h30, John Kennedy tombe sous les balles de Lee Harvey Oswald. C'est l'épilogue de l'âge d'or. La fin est tragique. C'est un président jeune qui meurt. Associer la jeunesse et la mort, même à l'époque antique, tous les héros antiques sont morts jeunes. La jeunesse et la mort, eh bien, c'est quelque chose qui crée la mythologie. Le choc et la mythologie inspirent les artistes. Au cinéma, Brian De Palma avec Greetings, dès 68, s'attaque à la légende. En 91, Oliver Stone dans JFK refait l'enquête et imagine tous les complots. Induire le fait que c'est un complot d'État aussi parce que Kennedy voulait aller contre certaines choses très établies, le lobby des armes, le lobby de l'armée, c'était extrêmement gonflé. C'est le mystère de l'Amérique, le secret le mieux gardé de l'Amérique. Qui a assassiné ce président qui est le plus aimé de notre histoire ? Une fois l'émotion de l'attentat dissipée, l'icône se confronte à la vérité. Le héros n'est plus un saint, l'Amérique découvre un personnage sombre et même immoral.
Les historiens, depuis les années 1990, ont déconstruit le mythe Kennedy. Ils ont mis l'accent sur ses relations troubles avec la mafia, sur ses rapports très particuliers avec les femmes, sur son bilan même politique extrêmement mince. Il a fait passer aucune loi, John Fitzgerald Kennedy, donc c'est un bilan très terne politiquement. Et en dépit de cette déconstruction des historiens, eh bien, la mythologie subsiste, le mythe Kennedy continue à faire vivre l'Amérique. La littérature s'inspire désormais du côté obscur, sulfureux de l'homme. Plus de 2000 ouvrages paraissent, dont d'immenses succès, comme la trilogie de James Ellroy ou encore le roman de Norman Mailer. Désormais, c'est au tour de Stephen King. Il nous fait remonter le temps, naviguer entre fiction et réalité. Il plonge un personnage d'aujourd'hui en 1958, avec pour mission d'empêcher Lee Harvey Oswald de tirer. Comme c'est un voyage dans le temps, et un voyage dans le temps qui est très long en fait, puisqu'il arrive en 58 et qu'il va devoir attendre jusqu'en 63, il ne peut rentrer dans le temps que par 58. Donc il va attendre 5 ans avant de pouvoir arrêter cet assassinat. Ici, à Boston, au musée Kennedy, Stephen King raconte pourquoi il cherche à nous faire entrer dans l'intimité du tueur. Kennedy est finalement une figure périphérique de mon livre. Parce que, en réalité, mon personnage essaye d'empêcher l'assassinat. La personne que je voulais bien mettre en exergue est Lee Oswald. C'est lui qui peut changer l'histoire, bien plus que Kennedy. Pour le 50e anniversaire officiel, plusieurs films sont annoncés, dont Parkland, avec Brett Stimpley dans le rôle du président. Le thème, les événements dans l'hôpital de Dallas juste après l'assassinat, en attendant évidemment l'adaptation sur grand écran du dernier Stephen King. Indignez-vous, disait-il dans le manifeste qu'il a rendu mondialement célèbre. Stéphane Hessel s'est éteint à l'âge de 95 ans. Sa mort a provoqué beaucoup de réactions depuis hier. Éveilleur de conscience, mais aussi homme de culture. Il y a quelques semaines, nous avions rencontré chez lui Stéphane Hessel. Sa vie, son œuvre, son héritage, voici l'hommage de grand public. C'était en octobre dernier. Stéphane Hessel nous avait accueillis chez lui dans son appartement du 14e arrondissement de Paris. L'ancien résistant, devenu auteur de best-sellers au crépuscule de sa vie, allait fêter ses 95 ans. Le petit livre « Indignez-vous », ça a complètement bouleversé ma vie. Avec la verve et la modestie qu'on lui connaissait, Stéphane Hessel était revenu sur l'incroyable succès d'Indignez-vous. Un livre écoulé à des millions d'exemplaires qui a fait de lui le porte-parole des sans-voix. C'est venu sur moi comme quelque chose d'inattendu, quelque chose de miraculeux. Or, toute ma vie est marquée par des miracles. Une vie faite de miracles et de péripéties digne d'un héros de roman. Résistant de la première heure, Stéphane Hessel est déporté pendant la guerre. Il échappe de justesse à la mort alors qu'il est prisonnier au camp de Buchenwald. À la Libération, il entre au secrétariat général de l'ONU et participe à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Devenu diplomate, Stéphane Hessel s'engagera toute sa vie en faveur de la paix et des peuples opprimés. Aujourd'hui, ses proches, ceux qui l'ont bien connu, saluent la mémoire d'un homme militant, amoureux des lettres, profondément épris de justice sociale. C'est une figure un peu comme celle de l'abbé Pierre, donc quelqu'un avec une vie très riche, très engagée, du côté des gens qui souffrent plutôt que du côté des gens qui ont le pouvoir. Donc Hessel, c'est l'anti-pouvoir en un sens. Et récemment, je l'ai encore eu au téléphone, je l'ai vu dans son appartement et je voyais bien qu'il était encore plein d'esprit, plein de vitalité, mais en même temps, il avait aussi envie de partir. Au lendemain de sa disparition, hommage à Stéphane Hessel, l'incroyable histoire d'un homme né pour résister. Résister, c'est créer, créer, c'est résister. Il y a 6 mois, nous avions eu le privilège d'accompagner l'ancien résistant lors d'une séance de dédicace dans une librairie parisienne. Ce soir-là, comme à chacune de ses sorties, les lecteurs avaient répondu présent. Et en guise d'introduction, l'écrivain féru de poésie française leur avait donné du Rimbaud.
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme. Indignez-vous, un livre militant écrit en 2010 en réaction à la politique du gouvernement Sarkozy. Une injonction devenue un slogan, l'hymne d'une nouvelle génération de contestataires. Nous avons tous la famille, indignez-vous avec beaucoup d'intérêt. Méfiez-vous, parce qu'on commence par s'indigner, après, ça part. Le mot indigné est devenu un logo, un label, comme on veut. Ce sont des mots qui sont entrés avec un sens nouveau dans le dictionnaire, et ce sens-là va rester. Et quand on l'emploiera, c'est toujours avec une petite pensée à Stéphane Hessel. Il s'est créé son monument dans le dictionnaire, et cela est formidable. C'est sympathique de se retrouver entre gens qui sont engagés dans la vie comme il faut l'être. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est venu sur moi comme quelque chose d'inattendu, quelque chose de miraculeux par son extension. Tiré initialement à 8000 entités, le petit livre s'écoulera au final à plus de 3 millions d'exemplaires et sera traduit dans 38 langues. Il deviendra un des symboles du mouvement des indignés qui va agiter l'Europe et le monde en 2011 en réponse à la crise économique. Un succès hors norme, à l'image du destin de Stéphane Hessel, un homme qui aurait pu être un héros de fiction. Son enfance, il la passe tout d'abord en Allemagne, dans le Berlin sinistré des années 20. Une mère journaliste passionnée de mode et un père d'origine juive, Franz Hessel, traducteur et écrivain reconnu. Autrefois en Allemagne, le grand nom c'était Franz Hessel, son père, l'écrivain. Merveilleux traducteur de textes classiques français vers l'allemand. Grand amateur de Paris, connaisseur de Paris depuis le début du XXe siècle, qui a rencontré sa femme au Café du Dôme à Paris. Des parents modernes, ouverts sur le monde, qui deviendront même des personnages de romans sous la plume d'Henri-Pierre Rocher. Dans Jules et Jim, qui raconte l'histoire d'un trio amoureux, adapté au cinéma par François Truffaut, l'héroïne n'est autre que la mère de Stéphane. C'est la réalité, et le plus étonnant dans cette histoire qui en soi paraît banale, un triangle, que de triangles, c'est que les deux hommes étaient des amis si intimes. Très proches. Oui. Très proches. Et que mon père, qui est finalement le Deus ex machina derrière toute cette machine, et quand il s'est aperçu que sa femme était follement amoureuse de cet homme que lui-même aimait, il a dit très bien, allez-y, faites. Moi, je reste en arrière et je vous laisse faire. En 1927, Stéphane emménage avec sa mère en France. La famille côtoie alors les grands noms du Paris artistique. Picasso, Chagall, Marcel Duchamp, André Breton. La guerre qui éclate en 1939 va changer la vie du jeune Hessel. Et ensuite est venu quelque chose de différent. L'engagement, la résistance, le combat contre le nazisme et la vie dans les camps. Ça semble comme une faute du destin. Pour l'esthète qui était Stéphane Hessel, pour le jouisseur qui était Stéphane Hessel, tout à coup un engagement sérieux. Et sérieux au point d'être condamné à mort. Stéphane Hessel refuse la défaite. Dès 1941, il rejoint Londres et la résistance. En 1943, lors d'une mission en France, il est capturé, torturé puis déporté dans le camp de Buchenwald. Il ne doit sa survie qu'à un miracle. Un officier allemand lui permet de prendre l'identité d'un jeune Français qui venait de mourir du typhus. C'est ainsi que Michel Boitel, qui est mort le 20 octobre 1944, c'est-à-dire le jour de mon 27e anniversaire, m'a donné son identité. Il est mort, le pauvre garçon, il avait 22 ans. Moi, j'en avais 27. Et son identité est devenue la mienne et j'ai pu continuer à passer à travers les différents camps de concentration jusqu'à ma libération finale après Dora en avril 1945. La guerre terminée, Stéphane Hessel décide de servir la diplomatie française. Il passe avec succès le concours du Quai d'Orsay et en 1948, alors qu'il vient de fêter ses 30 ans, il participe à la rédaction d'un des textes les plus importants du XXe siècle. Me voici au sein des Nations Unies. Qu'est-ce que je fais? C'est de travailler sur la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un moment extraordinaire dans ma vie et je me sens engagé dans ce combat. Un combat en faveur des droits de l'homme que Stéphane Hessel mènera toute sa vie, dans les gouvernements de Pierre Mendès France, de Valéry Giscard d'Estaing ou de François Mitterrand. Après quelques ouvrages consacrés à la poésie, il n'aura finalement connu le succès littéraire
qu'à l'âge de 93 ans. Une consécration tardive qu'il a toujours accueillie avec humilité. On essaye de rester modeste et de ne pas faire se prendre soi-même pour un grand homme. Je me prends pour un vieux diplomate modeste, mais je reconnais que ça a pu jouer un rôle et j'espère que ça joue et que ça continuera à jouer un rôle pour nous amener à être plus courageux et à être plus exigeants de la part de ceux qui nous gouvernent. Roland Merck a coécrit ce qui restera le dernier livre de Stéphane Hessel, À nous de jouer, à paraître la semaine prochaine. Ces derniers mois, j'avais toujours l'impression qu'il se préoccupait de ce qu'il voulait donner comme legs à la génération prochaine. Et il avait toujours aussi ces craintes, est-ce que ma vision politique, elle va être reprise? Symbole d'une France qui a su dire non, Stéphane Hessel n'aura eu durant la deuxième partie de sa vie qu'une seule motivation, insuffler aux nouvelles générations l'esprit de résistance. Votre indignation est justifiée, elle l'était il y a 2 ans, elle l'est encore aujourd'hui. Continuez à vous engager pour que le monde possible, le monde heureux qui est à votre portée arrive. Le dernier Terrence Malick au cinéma, le poète kabyle Idir en tournée et les clichés exceptionnels de Laure Albin Guillot, véritable star de la photographie de l'entre-deux-guerres. Ils sont dans nos incontournables cette semaine. Julien Pau. On montait les marches à la merveille. Terrence Malick, cinéaste mystérieux qui n'apparaît jamais en public, nous livre des films rares et originaux comme Tree of Life, Palme d'Or à Cannes il y a 2 ans. Voir un film de Terrence Malick est toujours une expérience mystique pour le spectateur et une aventure unique pour ses acteurs, comme nous l'explique la comédienne franco-ukrainienne Olga Kyrylenko, magnifique dans À la merveille qui sortira mercredi prochain. C'est un film qui parle de l'amour, des relations, de la relation humaine, amoureuse. Ça a l'air court comme ça et simple, mais c'est pas simple du tout. Ça voudrait dire que je t'aime pas. On réalise qu'en fait, finalement, tout est contrôlé et tout ce qu'on a fait, c'est parce qu'il l'a voulu, alors qu'on a l'impression que c'est nous qui improvisons. Olga Kyrylenko, Ben Affleck, Rachel McAdams ou Javier Bardem, des acteurs à peine briefés sur le scénario. De toute façon, je connaissais rien du film, hein, comme même pendant que je le faisais, hein, on savait pas beaucoup. On connaissait nos personnages, mais on connaissait pas vraiment l'histoire, où elle allait. Parfois, on se rend compte que la caméra est partie filmer les oiseaux. Souvent, parce que comme ils filment souvent de dos, parfois je me retournais et je me rendais compte qu'ils me filment plus du tout. Terrence Malick surprend toujours ses acteurs qui ont toujours la capacité à s'étonner de tout. Oui. Il y a marqué stop derrière vous. Désolé, c'est vrai? Ah bah d'accord, moi je savais pas ça. Sur la cheminée, j'ai vu ce matin 3 petits lutins qui se promenaient, les doigts dans le nez. Le petit bijou de la semaine s'appelle 22h22, un étrange spectacle musical plein de poésie qui arrive aux oreilles de François Morel un soir, presque par hasard. Et alors, j'ai entendu ça, j'étais en larmes. Et je les ai engueulés aussitôt en lui disant « Mais c'est impossible que le public ne connaisse pas vos chansons, c'est trop bien, c'est trop bien écrit, trop joliment chanté. » Il faut montrer ça au public parce que c'est une belle consolation dans la grisaille actuelle. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, et pourtant j'y passe le plus clair de mon temps. Les vraies questions aux fausses réponses enfin révélées avec ce spectacle. Est-il possible d'être tout nu en gardant ses vêtements? Peut-on regarder l'album photo de son avenir ou le grand amour est-il définitivement provisoire? C'est parti surtout de l'idée que toutes les chansons parlaient de l'amour et du couple et on s'est dit qu'on allait essayer de construire un spectacle avec
les différentes températures de cette grande histoire qu'est l'amour. Lucrèce, Antoine et Guillaume sont au Théâtre de la Pépinière à Paris tous les lundis jusqu'au 8 avril. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, nous prouve cette semaine la grande romancière anglaise Zadie Smith avec son dernier livre sorti chez Gallimard. Un recueil d'essais publié dans des journaux et revues prestigieuses allant de l'art d'écrire à Barack Obama, toujours plongé dans un humour très anglais. Revenir sur une opinion qu'on a eue, ce n'est pas se déjuger, c'est vraiment un signe d'intelligence, un signe de souplesse. Zadie Smith, auteure insaisissable, elle-même amusée et consciente de ses propres travers. Je ne sais pas si je dirais qu'elle est désabusée, mais je pense que dans la lucidité de son regard, il y a un désenchantement. C'est à la fois une très belle exposition qui a ouvert cette semaine au Jeu de Paume, place de la Concorde, et un mystère. Pourquoi Laure Albin-Guillot, photographe vedette dans l'entre-deux-guerres, était depuis retombée dans l'oubli? Et pourtant, portraits, nus, publicités, micro-photographies décoratives, œuvres imprimées, Laure Albin-Guillot touche à tout, mais sans appartenir à une mouvance de l'époque. C'est une question de goût, tout simplement. Dans l'entre-deux-guerres, Laure Albin-Guillot est plus âgée que la génération des modernistes. Elle est tournée vers le passé, et après-guerre, elle est complètement dépassée par les événements et par la nouvelle génération. Laure Albin-Guillot à découvrir au Jeu de Paume jusqu'au 12 mai. Franchement, je suis épaté, là. Elle-même, c'est là, je crois que même Louis XIV, il n'était pas né à l'époque. Hein. Lui, c'est Idir. On raconte qu'après Zidane, il est le Kabyle le plus connu en France et dans le monde. Un artiste qui remplit l'Olympia avec plein de chansons que même si on comprend rien, on aime. Et comme d'habitude, la double culture, ça sonne bien grâce aux influences et au goût des autres. C'est Ferré, Brassens, Brel, les classiques, pour faire comme pas beaucoup de gens, bien sûr. Et j'ai aimé aussi cette chanson française, style Montmartre, des chansons de la nuit. J'aimais beaucoup Francis Lemarque, Jean Sablon, tu vois, des gens comme ça. Parce que je sentais Paris à travers leur gouaille. Et nous, on est en Kabylie quand on l'entend y dire. Et puis au fond, comment ne pas succomber à autant de sincérité? Je suis très discret, puis je suis d'une timidité maladive, déjà. Et la caméra je ne peux pas savoir comme elle me fait peur. Idir actuellement en tournée et rassurez-vous, pas du tout traumatisé par les incontournables. C'est maintenant l'heure de notre rencontre. En exclusivité pour grand public cette semaine, Benjamin Biolay nous a ouvert les portes de son studio de répétition. Il prépare sa tournée qui commence la semaine prochaine. Au même moment, il sera à l'affiche du prochain film d'Agnès Jaoui, en attendant un prochain album avec Vanessa Paradis. Les amants s'en vont sans se faire la moindre illusion sur les hommes, les femmes nues. La marée haute s'en vient, par sa grâce il ne reste rien de la femme nue. Bravo Benjamin Biolay et bonjour, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire encore. Enchanté. Je présente l'équipe de grand public, France 2. Merci de nous accueillir ici, alors que vous êtes en pleine répétition. Vos concerts commencent en France le 8 mars. Ça va, prêt? Vous le sentez bien? Non, on a très envie de le faire. Après, être prêt avec le censure bien, c'est une autre affaire, mais c'est normal. Si on était prêt maintenant, ce serait un peu bizarre. Ça voudrait dire qu'on n'a pas visé très haut et pas été très ambitieux, quoi, parce que ça fait longtemps qu'on joue ensemble, tous ensemble, et c'est un vrai plaisir de jouer ensemble, mais on a envie du coup de rejouer des chansons différemment, ou d'en faire des nouvelles, ou des anciennes qui n'ont jamais été jouées. En acoustique, en ensemble plus réduit, par exemple? On a une formule qui est plus réduite, mais qui n'est pas fatalement plus acoustique. Je peux faire du bruit aussi. D'accord.
Ok, bah écoutez, si vous êtes en pause ou... Je suis en pause, donc on peut boire un café. Alors je vous suis, Bon, bah, parce très que bien. c'est vous le maître des lieux, il paraît. Pas tout à fait, mais pas loin. Donc ouais, c'est la cafette. La cafette du Ouais. studio, donc. Ouais. Très très jeune, vous avez été passionné par la musique, mais alors à quel moment est-ce que le cinéma est arrivé finalement? Le cinéma, c'est la seule chose dans ma vie qui soit de l'ordre du bonus et de l'inattendu. Parce que pour la musique, j'ai travaillé dur et je continue à travailler dur. Je suis pas un héros, tout le monde travaille dur dans n'importe quel Oui. métier. Le cinéma, c'est quelque chose qui m'est arrivé par chance, Ça vous est tombé dessus comment? par l'intermédiaire de Sylvie Verrette, qui est une cinéaste, qui m'a vu dans un talk show. Paraît-il, mais c'est pas surprenant, j'étais odieux. Comment ça, vous moi, étiez odieux? Moi, j'étais tellement timide que la première fois qu'on m'a envoyé sur un gros plateau comme ça, type tout le monde en parle, en l'occurrence c'était ça, je me suis retrouvé avec pas loin d'être dans un état de palpitation, quoi. Enfin, donc. Ah ouais. Et alors là, Sylvie Verrette, donc la cinéaste, vous repère à cette émission-là. C'est elle qui vous appelle pour Stella? J'ai pris du plaisir et puis j'ai réussi, en fait, contre toute attente, à me transformer un peu, ce qui n'était pas évident. Le producteur me trouvait trop jeune, par exemple, pour jouer le père de la petite. À l'affiche, le 6 mars prochain, sort Au bout du compte d'Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacry et vous-même. Alors là encore, vous... C'est un film d'Agnès Jaoui, scénario d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Et Jean-Pierre Bacry. Alors là encore, vous avez un personnage plutôt sombre, un mec encore odieux. Dans le film d'Agnès, oui, j'ai joué le grand méchant loup. Là, je suis complètement perdue. D'accord. Alors en fait, ça dépend de ce que vous attendez de la vie. Si vous aimez que ça aille vite, si vous n'avez pas de temps à perdre, si vous savez exactement ce que vous voulez, c'est tout droit, puis à droite. Mais je sais pas, moi, si vous êtes plutôt rêveuse, ouverte à l'inconnu, contemplative, c'est par là. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus joli. Ça s'appelle le chemin des aiguilles. Ben, merci. Là, de rien. Si on vous demande de choisir entre cinéma et musique, dilemme. Non, mais le bon sens, voudrait que je dise le cinéma, si j'en ai le talent et les capacités, parce qu'on peut vieillir au cinéma. Dans la musique, ça peut être vite pathétique. Je trouve, hein, après. Et puis l'inspiration, pour moi, c'est pas un flow, c'est pas une source intarissable. Il y a un moment, l'inspiration, ça se calme. J'ai des amis à qui ça arrive. En tout cas, vous n'avez pas perdu l'inspiration sur votre 6e album Vengeance, pour lequel vous êtes en répétition aujourd'hui en studio. On y retourne? Ouais, volontiers. Sous le lac gelé, la vieille France, des trains de déportés traversant l'île de France. Encore, je m'en souviens. La nuit, putain, je n'oublie presque rien. Sous le lac gelé, nos amours écorchés, aussi cultes que courtes, mais le temps sans scrupule crache à la gueule des milliers de capsules. Alors ça doit être l'un des endroits préférés des musiciens, non? Bah oui, la preuve, on vient de dire. Crache à la gueule de capsules. Alors Vengeance, c'est votre 6e album, donc avec la tournée qui commence donc le 8 mars. Vous préférez quel moment? Quand vous composez, que vous êtes en studio, ou plutôt l'après, quand on est face à son public sur scène et qu'on partage cette émotion-là? C'est des émotions totalement différentes, parce que quand on est en studio, qu'on joue tous ensemble, que ça prend forme, c'est quand même un pied extraordinaire quand ça commence à sentir la fin, si j'ose dire. Et c'est des longues journées comme ça, et parfois ça peut être vraiment... Il peut y avoir 10 jours de magie en studio, où vraiment c'est assez extatique. La tournée, c'est 2 heures par soir qui sont encore plus émouvantes, enfin encore plus compliquées à décrire avec des mots. Alors quand on regarde aussi votre carrière, pour parler aussi des gens avec qui vous avez travaillé, et elles sont nombreuses, Françoise Hardy, Juliette Gréco, et dernièrement Vanessa Paradis qui sort son album en mai, pour lequel elle a fait appel à vous. Comment s'est passée cette collaboration? En fait, c'est elle qui vous a appelé. On s'est tourné autour pendant de longues années, et tout, on avait envie de travailler ensemble, mais on a fait des agendas compliqués, et puis elle vit pas en France, donc c'était compliqué. Mais longtemps, on y a pensé sans le faire, en fait. Et c'était un projet dont vous rêviez?
Oui, oui. Vous dites par exemple que Vanessa Paradis c'était votre chanteuse préférée. Vous l'avez redécouverte du coup en travaillant avec elle? J'ai découvert qu'elle était encore plus forte que ce que je pensais, quoi, dans l'intimité du travail, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a des chanteurs qui, par exemple, chantent merveilleusement 1 jour sur 5, mais il faut faire avec les 4 jours de merde. Ou 1 heure sur 2, ou sont très à l'aise sur une chanson et butent pendant tout un album sur un autre titre. Vanessa, ça se passe pas, quoi. Enfin, on dirait que... Quand elle fait la première prise, on a l'impression déjà d'entendre le disque. Il y a un truc qui est assez rare de maîtrise, d'élégance. Et puis, elle a un registre beaucoup plus étendu qu'on ne le croit. Alors, de toutes celles et ceux avec qui vous avez travaillé, est-ce que vous avez une préférence ou quelqu'un qui vous a davantage marqué? Non, mais ce serait vraiment... Ça pourrait être indélicat. Et puis, ça m'obligerait... C'est un peu comme si vous me demandiez si je préférais avoir un ballon de foot à la place de la tête ou des jambes en céleri, quoi. Je saurais pas trop quoi répondre. Mais Henri Salvador m'a marqué, évidemment, parce que c'est la première fois que je travaillais avec une de mes idoles d'enfance. Et puis c'était un personnage très, très contrasté, donc il m'a beaucoup marqué, mais il m'a beaucoup marqué artistiquement aussi. Jusqu'à aujourd'hui, donc Vanessa Paradis, dernière en date. Merci beaucoup, Benjamin Biolay. Non, mais merci beaucoup. Je vais vous laisser répéter avec vos musiciens. Non, je suis obligé. Merci de nous avoir accordé ce temps. Non, c'était un plaisir. Partagez. Tant mieux. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous ce samedi à 15h ou sur France2.fr pour revoir Grand Public. Avant de vous quitter, voici comme chaque semaine notre extrait culte. Nous avons choisi ce soir de prendre La Porte du Paradis de Michael Cimino. Sorti une première fois en 1980, le film a été une catastrophe industrielle pour le studio. Il vient de ressortir en salle. Extrait avec Isabelle Huppert et Chris Christopherson en pleine course. Je vous souhaite une très belle nuit à tous. Just in time. Look, even the mayor is here. Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur notre forum, rendez-vous sur France2.fr.